Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Lunes TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, vendredi. On est là pour parler politique et ce qui nous concerne ou ce qui va caractériser l'actualité politique en ce jour du vendredi. On va parler de la situation, bien sûr, sécuritaire à l'est du pays, mais on va plus se pencher sur la situation. Je voulais passer sur des décryptage politique dernièrement, la situation du drone. Le gouvernement congolais, de sa part, condamne ce qui s'est passé à l'Est et promet même de faire, de mener des enquêtes ensemble avec l'ONU pour déterminer la cause même de la mort de cette humanitaire française qui est morte avec deux inconnus, je les rappelle. Il y a deux civils qui sont jusque-là inconnus. On ne sait pas d'où ils viennent, s'ils sont congolais ou pas, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que cette humanitaire française est morte. Alors le gouvernement congolais, de sa part, joue la bonne carte, ne veut pas revendiquer la mort ou les attaques par drone qui se sont passées, c'était le mardi dans la matinée. Le gouvernement congolais, de sa part, refuse cela, refuse d'avouer que celui qui est derrière ça. Je vous avais dit que c'était le M23 qui était derrière ça. Mais aujourd'hui, on a encore d'autres informations, plus du moins marrantes, parce que c'est le M23 qui vient s'ingérer dans cette affaire et qui vient s'aimer le trouble dans ce qui se passe. Alors, on ne sait pas jusque-là quelle est la carte du gouvernement congolais dans ce qui est en train de se passer, et plutôt, on ne sait pas aussi pourquoi l'Union européenne ne sanctionne pas les coupables, parce que l'Union européenne, avec toutes les institutions, organisations internationales qui sont là, l'Union européenne peut facilement savoir qui est derrière ces attaques qui ont causé la mort d'une humanitaire. Alors, nous savons aujourd'hui que la France, aujourd'hui même la justice française a lancé une enquête pour crime de guerre à Goma, crime de guerre après la mort de cette humanitaire. La France a lancé la justice. On veut vraiment que la justice soit faite pour cette dernière. Mais le silence, bien sûr, de l'Union européenne, le silence de l'Union européenne interroge, mais je me dois aussi de vous signaler quelque chose qui s'est passé cette même semaine. C'est que Kagame a été invité au sommet nucléaire, c'était à Paris, et de là, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. On va en parler. Je vais vous passer une vidéo là où il s'exprime, parce que, rappelez-vous, sur décryptage politique, on ne vient pas avec des histoires, on vient avec des preuves. Et puis, après ça, on fait notre analyse selon ce que vous et nous allons suivre ensemble. Je vous passe d'abord la première vidéo, celle de Kagame, le discours même de Kagame, là où il avoue que le Rwanda se lance dans l'énergie nucléaire. On le suit. Et puis après, je vais vous passer maintenant le porte-parole du M23, du nom de M. Lawrence Kanyuka. Il va s'exprimer. Il dit que il accuse le gouvernement congolais d'être derrière les attaques par drone, et aussi le président ou qu'est-ce que je peux dire, pas le propriétaire, le chef même, ouais, le chef du M23, le député national Willy Michiki, qui a aussi revendiqué, qui a tenu des propos qui vont vraiment choquer. On va suivre d'abord la première vidéo avant que je ne puisse vous passer la deuxième. Donc, je vais simultanément vous passer les deux vidéos avant de venir vous passer mon analyse. Alors,
On suit d'abord le président rwandais. On suit le président rwandais. Sur le président rwandais. Permettez juste quelques secondes, hein? Moi, quelques secondes. Nabosani, Kocha Wi-Fi on, mais Ekolikanango, Ezolika. Moi, quelques secondes. Voilà. Too complex or risky for developing countries. The standards developed by the IAEA provide a universal framework that can be applied by countries at every income level. Climate responsibility is also a core aspect of our efforts, but cannot come at the expense of Africa's energy needs. Nuclear energy offers us the ability to significantly expand electricity while reducing the carbon footprint. In May of this year, Rwanda will host the 2026 Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, NEISA. We are pleased that the Director General of the IAEA, alongside leaders from government, finance, and industry will join us as we take this conversation back to Africa. I extend a warm invitation to all of you to attend the summit in Kigali. Voilà. Je passe à la deuxième vidéo. Continue aussi dans l'est de la RD Congo avec une attaque dans la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon l'ONU, 3 personnes ont été tuées et Emmanuel Macron a confirmé qu'une humanitaire française faisait partie de ces victimes. Reportage à Mani Alimassi, Dadi Songo-Ozo et Golnouch Barzegar. C'est une vidéo amateur de 24 secondes, filmée juste après l'attaque dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de Katindo à Goma, alors que les hommes du M23 arrivent sur place. Quelques heures plus tard, de la fumée s'élève encore du toit de la bâtisse en partie endommagée par l'attaque. Alors que les secours s'activent sur place, les responsables civils et militaires de l'Alliance Fleuve Congo M23 inspectent les dégâts. La déflagration survenue en pleine nuit a secoué le quartier tout entier. À 4 heures du matin, on a entendu une première explosion, comme si quelque chose était tombé dans le lac. La deuxième explosion a touché cette maison. Et même là-bas, dans notre espace pour les jeunes, les tôles ont été emportées par la pression de l'air. Aucun débris de projectile n'a été identifié à ce stade, mais des bruits de drones ont été entendus par de nombreux habitants. Les drones sont arrivés et se sont abattus sur cette maison et ont provoqué la mort d'une employée des Nations Unies qui se trouvait à l'intérieur. L'attaque a fait 3 morts, dont une humanitaire française de l'UNICEF et 2 civils. Présent sur place, le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, a accusé Kinshasa d'être à l'origine de leur mort. Le régime de Kinshasa a lancé des bombes via ces drones d'attaque qui ont ciblé la maison ici présente. Nous l'avons dit plusieurs fois que Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Kinshasa cible, prend pour cible les civils. Pour l'heure, Kinshasa et ses forces armées n'ont pas officiellement réagi. Quant aux forces d'autodéfense Wazalendo, elles reconnaissent les actions militaires dans la zone sans revendiquer cette attaque. Nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Au moment où je parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que le cible seulement militaire. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC M23. Dans le conflit dans l'est de la RDC, le M23, tout comme les forces armées congolaises, utilisent des drones. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'ONU a condamné avec force l'usage d'armes et de drones d'attaque.
Voilà. J'espère qu'on a tous suivi ça. On a tous suivi ça. D'abord, je veux revenir sur la première vidéo. La première vidéo, c'est le président rwandais qui était au sommet nucléaire. Là, nous sommes à Paris. C'est le sommet qui a réuni plusieurs dirigeants des pays du monde qui se sont réunis pour parler de l'énergie nucléaire. Alors, le président rwandais était invité. Il a d'ailleurs invité tous ses présidents à Kigali pour le sommet qui va se tenir je pense au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Alors, il a tenu des propos qui interrogent. Il a dit que le pays, là c'était en anglais, mais quand même je vais interpréter pour vous. Il a dit que le Rwanda se veut être un pays à fort revenu d'ici 2050 et pour y arriver, l'énergie nucléaire est à la base. Voilà pourquoi d'ici 2050, le Rwanda compte stocker de l'uranium pour arriver à bâtir cette énergie nucléaire. Là, je ne fais pas d'abord d'analyse, je vais revenir là-dessus. Après, je reviens à la deuxième vidéo. On a tout suivi ce qui s'est passé à Goma. On a suivi les deux camps, le porte-parole, d'une part le porte-parole du 1-23 qui accuse le gouvernement congolais d'avoir été à l'origine de ces attaques par drone. On l'avait même signifié que Joseph Kabila était la cible. Corneille Nangaa aussi, dans son discours, que je ne vais pas vous passer maintenant pour ne pas perdre votre temps, mais vous le savez, Corneille Nangaa avait aussi, il avait aussi dénoncé cela. Il avait dit que lui, le sultan Makenga et Joseph Kabila étaient la cible. On ciblait les leaders de ce mouvement de rébellion. C'était eux la cible. Et d'ailleurs, toujours, je tiens à vous signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, est-ce que Joseph Kabila est réellement mort ou pas? Joseph Kabila n'est pas mort. Joseph Kabila n'est pas mort. Dans la même matinée, après avoir échappé à ces attaques, Joseph Kabila s'est précipité à Kigali. Donc, Joseph Kabila n'est pas à Goma au moment où je suis en train de vous parler. Il n'est pas à Goma. Donc, il est en vie, mais il n'est pas à Goma. Vous savez, ils savent qu'ils sont la cible. Alors, pourquoi ils vont rester là-bas? Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que sera la prochaine attaque. Vous comprenez? Alors, lui et Nanga et Makenga sont un peu éparpillés. Ils ont pris des dispositifs pour s'éloigner des localisations de ces drones. Alors, Joseph Kabila, pour vous répondre, Joseph Kabila, il est en vie et il n'est pas au pays. Il a fui pour Kigali le même jour dans la matinée. Alors, je reviens maintenant sur ce qui s'est passé. Le porte-parole du M23 dit ouvertement qu'il accuse directement que c'est les FARDC qui ont mené ces attaques. Mais de notre part, je vous l'ai dit, le gouvernement congolais n'a pas revendiqué ces attaques. Le gouvernement congolais se dit même prêt à travailler avec l'ONU pour établir les faits. Le gouvernement congolais regrette même ces attaques, que une humanitaire française ait été tuée par ces attaques. Donc le gouvernement congolais ne revendique pas ces attaques. Alors, on sait que le gouvernement congolais n'y travaille pas seul. Ce qui se passe à l'est du pays, ça concerne un peu de la même façon que les M23 travaillent ensemble avec les Twirwaneho. Il y a aussi l'armée rwandaise qui travaille ensemble pour combattre les FARDC. Les FARDC aussi ont des supplétifs. Il y a les Wazalendo qui travaillent ensemble ou qui combattent ensemble aux côtés des FARDC. Alors, ce qui doit être des FARDC doit être la même chose avec le M23. Parce que vous ne pouvez pas avoir une armée nationale qui lutte pour pacifier le pays. Vous avez des supplétifs qui sont avec vous. Ce sont eux qui doivent dépendre de vous. Mais ces supplétifs, vous niez avoir mené des attaques, mais vos supplétifs, eux, revendiquent ces attaques. Au moment où nous sommes dans un moment où on ne doit pas badiner, au moment où les États-Unis sont impliqués, où on exige un cessez-le-feu de toutes les parts,
cessation des hostilités afin de poursuivre les autres, d'aboutir à la signature des autres protocoles, des 6 autres protocoles qui devaient être signés à Dubaï, à Doha plutôt. Alors, le M23 vient quand même revendiquer ces attaques. Je sais que, je vous l'avais même avoué, je vous l'avais même dit le même jour, quand il y avait eu ces bombardements, selon les sources, selon les personnes qui vivent à Goma, ces personnes nous ont communiqué que ces attaques n'étaient pas menées par les FARDC, ces attaques étaient menées par les M23. Ce sont les M23 qui ont mené ces attaques pour cibler cette maison. On ne sait pas jusque-là pourquoi cette maison a été prise pour cible, on ne sait pas. Mais ces attaques n'étaient pas menées ni par les FARDC, ni par les M23, ni par les Wazalendo. Mais comment est-ce que une armée qui travaille, comment est-ce que, je ne peux même pas appeler ça une armée, des soldats qui travaillent, qui combattent pour la patrie, peuvent réclamer des choses comme ça? Parce que nous savons tous que les Wazalendo combattent pour la RDC. Du moins, c'est ce qu'on croit pour le moment, parce que ces gens-là sont divisés. Il y a ceux-là qui travaillent, qui combattent, qui ne sont plus aimés par la population, parce qu'il y a ceux-là qui travaillent, qui combattent aux côtés des FARDC pour les intérêts des Congolais, mais il y a aussi ceux-là qui ont déjà changé de camp, qui combattent plutôt la population, qui mènent les mêmes tracasseries, les mêmes barbaries des rebelles. Eux aussi mènent ça. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a dans plusieurs localités, ces gens-là ne sont plus désirés. On veut que les Wazalendo puissent quitter. Là, c'est un autre sujet, mais quand même, je parle de ceux-là qui sont à l'est du pays, ceux-là qui combattent aux côtés des FARDC. Alors, on a un député national qui se revendique être le chef même de ce mouvement. Un jour à la télé, on lui pose une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Wazalendo sont une bombe à retardement s'ils ne sont pas encadrés? Sa réponse était claire. Il a dit oui, c'est une bombe à retardement, parce que si le gouvernement ne sait pas prendre en charge ces gens-là, oui, ces gens peuvent constituer une bombe à retardement. Et lui, il avait même, en tant que député national, il avait même mis sa position de député national en jeu. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier son travail en tant que député national pour les intérêts de Wazalendo. Et on le sait tous. Chaque fois que vous avez une arme en RDC, vous êtes le chef. Vous faites la loi. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui êtes le boss. C'est ce qui se passe à l'est du pays. Combien de gens sont là-bas qui ont des armes et qui deviennent des rebelles? Et combien ces gens-là gagnent? Voilà pourquoi nous avons des milices qui ne font qu'accroître, qui ne font que s'accroître en milliers. Nous avons des milices qui aujourd'hui, qui avaient commencé à se rebeller à l'est du pays depuis des années et qui jusqu'aujourd'hui sont toujours là, qui ne sont pas terrorisés, parce que ces gens-là se font de l'argent. À l'est du pays, il y a des minerais stratégiques qui sont revendiqués ou bien qui sont recherchés partout dans le monde. Alors, si vous avez des gens qui travaillent ces minerais-là à l'est du pays, c'est facile pour vous de devenir riche, parce qu'il y a des gens, il y a des blancs qui sont là-bas à l'est du pays pour acheter ces minerais-là. Et quand ils ont réuni leur quantité qui est suffisante, une quantité recherchée, là je parle même des tonnes, il y a des aéronefs qui vont là-bas pour récupérer ça, et expédition, destination l'Europe ou je ne sais pas, les États-Unis, l'Asie. C'est comme ça que ces gens deviennent riches. Alors, les Wazalendo constituent déjà une menace pour notre propre pays. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement congolais, je le rappelle, ces gens-là ne sont même pas reconnus par le gouvernement congolais. Ces gens-là n'ont pas de salaire.
Ceux-là qui sont payés, ce sont les FARDC. Alors, pourquoi ne pas faire que le gouvernement congolais puisse prendre en charge ces gens-là, que ces gens-là soient reconnus, que ces gens-là puissent être insérés dans l'armée, que ces gens-là ne soient pas considérés comme des Wazalendo, mais qu'ils puissent intégrer l'armée nationale congolaise pour qu'ensemble ils puissent, parce que ces gens-là, quand même, nous ont prouvé qu'ils ont du cœur, ils ont du cœur pour se battre pour le pays, même sans salaire, même sans nourriture. Un jour, je vous avais passé sur des tâches politiques, comment ces gens-là n'arrivaient même pas à manger. Ils mangeaient de la bouillie et puis après, ils devaient aller se battre. Comment est-ce que ces gens-là, avec le cœur qu'ils ont, peuvent continuer à se battre contre l'ennemi qui les tue, qui est bien armé, qui est bien payé? Comment ces gens-là vont continuer à le faire? Moi, je trouve que le gouvernement doit faire très attention par rapport à ces gens ici. Ces gens-ci de M23 doivent être encadrés. Ces gens-là doivent respecter les instructions venant des FARDC. Ces gens-là doivent obéir aux officiers, aux instructions données par les FARDC. Vous avez vu à Uvira, ces gens-là se battaient contre les FARDC. Pourquoi? Parce que eux voulaient revendiquer la ville d'Uvira comme étant la leur. Les FARDC voulaient que ces gens-là puissent se soumettre aux FARDC pour que eux puissent dépendre des FARDC. Et eux se disaient, non, vous étiez où quand vous, après que Bukavu et Goma soient tombés, nous, on a toujours été là, nous, on ne fuit pas. Alors, vous ne pouvez pas venir ici à Uvira pour nous donner des instructions. Alors, vous comprenez qu'avec ça, notre armée sera toujours faible. Cette unité-là de Wazalendo et FARDC ne va jamais franchir des frontières parce qu'on n'y a pas une structure pour gérer les Wazalendo. Et ça, c'est un problème parce que quand les messieurs revendiquent des attaques, de telles attaques, que ce sont eux qui sont près de Goma, qui veulent récupérer Goma, le gouvernement, je suis sûr que le gouvernement n'est même pas au courant de ce que ces gens-là préparent. Il revendique des attaques pareilles au moment où le gouvernement congolais, lui, cherche à travailler ensemble avec l'ONU pour établir les faits. Et je me demande si l'ONU maintenant rétablissait les faits que les Wazalendo étaient derrière ces attaques par drone qui ont causé la mort de cette humanitaire. Que va faire le gouvernement congolais? Parce que jusque-là, s'il y a des sanctions qui sont imposées au Rwanda, c'est parce que le Rwanda, on reconnaît tous que le Rwanda est derrière les M23 et les M23 continuent à tuer des populations, continuent à habiter des zones qui ne lui appartiennent pas, continuent à violer l'intégrité nationale de notre pays. Voilà pourquoi le Rwanda est sanctionné aujourd'hui. Mais s'il advenait que l'on puisse voir ou qu'on puisse documenter que les FARDC ne respectent pas les accords aussi, les accords de Washington. Il n'y a pas de cessation des hostilités du côté des FARDC. Ce sont des FARDC ensemble avec l'Ouazalendo qui ont mené ces attaques-là. Parce que jusque-là, même la mort de Willy Ngoma, le gouvernement congolais n'avait pas encore réclamé, revendiqué ces attaques-là. Jusque-là, voilà pourquoi il y a ce silence-là. Maintenant, avec cette énième attaque, vous ne trouvez pas que le M23 n'y fait pas le bon boulot pour la RDC. Le M23, bien sûr, les Wazalendo cherchent à montrer que ce sont eux qui sont les plus forts, ce sont eux qui sont là sur le terrain en train de se battre. C'est bien tout ça. Mais il faut voir, la tournure même de ce climat, la tournure même de cette situation. Comment est-ce que la situation est en train d'évoluer pour revendiquer certaines choses? Il y a certaines choses, pour le moment, vous ne devez même pas rien dire. Vous devez juste vous taire et laisser d'abord les choses se calmer, voir où est-ce que, quand Willy Ngoma est mort, ça a pris combien de temps à M23 de finalement avouer qu'il était mort? Vous voyez? Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas juste dire comme ça. Nous devons avoir une vision, savoir ce que nous sommes en train de faire. Je reviens à la première vidéo de Kagame. Nous savons, le Rwanda veut se procurer de l'uranium. Le Rwanda n'a pas d'uranium. L'uranium se trouve en RDC, à Manono précisément. Est-ce que le Rwanda n'est pas en train de faire ce que l'Iran est en train de faire, c'est-à-dire réclamer et stocker de l'uranium pour commencer à faire des bombes nucléaires? Est-ce que le Rwanda, c'est pas ça l'objectif caché derrière, soi-disant, l'énergie solaire?
Parce que quand on parle d'énergie solaire, on voit des centrales, centrales nucléaires, des centrales qui fonctionnent avec l'uranium. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau. Est-ce que ce n'est pas l'idée derrière ça, ce n'est pas de créer des bombes nucléaires, un peu comme l'Iran? Parce que Kagame est capable de faire ça. Et quel est l'objectif du Congo? Parce que lui, c'est quelqu'un qui travaille avec une vision. Il a établi une vision d'ici 2050, c'est ce qui se prévoit pour le Rwanda. Que dire de la RDC? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour quel projet nous avons d'ici 2030, d'ici 2040, d'ici 2050? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons que la RDC puisse achever? Nous, on a des projets annuels. On a des projets annuels. Cette année, on va faire ça et l'année se termine, on ne fait rien. L'année qui commence, on annonce encore des projets. Cette année, on va faire ça, on va faire ça. Et puis l'année se termine, on ne fait rien. Jusqu'à ce que les mandats se terminent, peut-être on change la constitution, on continue, on commence encore avec des promesses. Rien de concret. Je reviens maintenant à cette histoire d'énergie nucléaire. Les Africains ont déjà signé un traité qu'on appelle le traité de Pelindaba. C'est un traité qui a été signé en 1996. C'était en Afrique du Sud, qui était le siège de l'OUA, l'organisation de l'Union africaine. C'était en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud elle-même qui avait décidé d'abandonner son projet parce que l'Afrique du Sud était le seul pays africain à construire des bombes nucléaires. L'Afrique du Sud a abandonné ce projet. C'était en 1989. L'Afrique du Sud, après avoir abandonné ça, on a voulu à ce que tous les pays africains puissent se retirer de la fabrication des bombes nucléaires. C'est ainsi qu'en 1996, tous les pays avaient signé de ne pas fabriquer des bombes nucléaires. Alors, c'était en 1996, mais la ratification s'est passée le 15 juillet 2009. C'est ainsi qu'on a mis en effet ce traité à partir de 2009. Tous les pays qui avaient signé, on leur avait demandé de ratifier cela, un peu comme on l'a fait avec les accords. Ça a été signé, mais finalement, on a amené ça au Congrès pour ratification. Alors, parmi les pays qui avaient signé, il y a aussi d'autres qui n'ont pas signé la ratification de ce traité. Donc, on ne veut pas vraiment ratifier cela, mais le Rwanda fait partie des pays qui ont ratifié ce traité de Pelindaba. Alors, que dit l'Union européenne par rapport à tout ça? L'Union européenne sait qu'on a tué une humanitaire. L'Union européenne sait que le Rwanda est derrière ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit en début d'émission qu'on connaît tout ce qui s'est passé là-bas. Mais que fait l'Union européenne? Pourquoi on ne condamne pas le Rwanda d'avoir attaqué une humanitaire? Que fait les États-Unis ou que font les États-Unis par rapport à tout ça? On est calme, on ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble. Ces gens-là travaillent ensemble. Ces gens-là travaillent ensemble. Je ne sais ce que vous voulez dire. L'Union européenne, les États-Unis, le Rwanda, ce sont des pays qui travaillent ensemble. Ou sinon, on devait condamner cela et on devait tout faire pour que cela ne puisse pas se répéter. Mais aussi longtemps que ce sont les M23 qui sont derrière tout ça, on ne va rien faire. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.